Dans un premier temps, et très curieusement d'ailleurs aussi, nous avons beaucoup de maladies infectieuses émergentes. Rappelez-vous les épisodes, donc celui-ci est dû à un virus, à un coronavirus, le précédent dû à un virus dit à Ebola, responsable de maladies hémorragiques dans les populations. Nous avons eu d'autres épisodes dus aussi à des coronavirus précédemment. Donc, beaucoup des émergences de ces dernières années sont dues à des virus, mais je souhaitais rappeler que généralement, on meurt dans le monde beaucoup plus de maladies d'origine bactérienne qu'on oublie très souvent, donc je souhaitais le rappeler, que d'infections dues à des virus. Et généralement, même les spécialistes vous diront, mais si on pense beaucoup plus aux virus, c'est tout simplement parce qu'ils se dispersent et se transmettent beaucoup plus. C'est absolument pas vrai. La bactérie responsable de la coqueluche humaine, est tout autant transmissible et contagieuse que ne l'est un virus comme celui de la rougeole, par exemple. Donc ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, comme illustré, donc je suis sur la deuxième diapositive, tout en bas, travaux que j'ai pu effectuer et publier. Eh bien, on observe beaucoup plus d'agents d'origine animale, qu'on va appeler d'origine zoonotique, c'est le terme scientifique qui vous est présenté tout en bas, que de maladies d'origine et à transmission vectorielle. Par exemple, le paludisme est à transmission vectorielle, ou que de maladies d'origine contagieuse, ou tout en bas que de maladies d'origine environnementale. Par exemple, la bactérie responsable du tétanos, qui est une clostridie, eh bien, c'est une maladie d'origine environnementale qu'on appelle une sapronose. Donc, globalement, nous avons aujourd'hui beaucoup plus de maladies d'origine à réservoir et qui affectent et infectent les populations humaines sur Terre avec une accélération de ce phénomène depuis 30 à 40 ans environ. Donc, troisième diapositive, donc c'est la troisième diapositive, bien entendu, en incluant la page de titre. Ici, je vous ai illustré, à partir d'un dessin produit par les Silicis d'Atlanta, ce qui se passe en réalité dans les écosystèmes naturels. Donc, tout à gauche, vous avez ce qu'on appelle un cycle en zootique et que nous avions par le passé l'habitude d'appeler cycle sylvatique ou selvatique, tout simplement parce que la plupart d'entre eux se déroulent en forêt. Eh bien, un certain nombre d'organismes abrités dans la diversité biologique, qu'elle soit d'origine tempérée ou plus tropicale, eh bien, beaucoup de micro-organismes en réalité circulent. Ce sont des centaines de millions, voire des milliards qui circulent dans la biodiversité et qui d'ailleurs sont plutôt des formes non pathogènes, plutôt bénéfiques, des commensaux de l'animal ou des symbiotes de l'animal et qui circulent dans ces environnements. Donc, ce qui se passe aujourd'hui avec la destruction des forêts, donc comme illustré, si vous voulez, en partie médiane de cette illustration, eh bien, vous rapprochez des animaux, notamment les animaux d'élevage. On pense par exemple à la déforestation au Brésil, et qui va entraîner un développement de l'agriculture, mais aussi de l'élevage. Donc, vous rapprochez soit des animaux d'élevage domestiques, mais aussi des animaux de la forêt vont venir se rapprocher des populations humaines et donc aussi transmettre leurs micro-organismes soit aux animaux qu'ils rencontreront, comme illustré en bandeau central sur cette présentation, mais aussi à l'homme. Aujourd'hui, et depuis 50 à 60 ans, 75% des nouvelles infections apparues chez l'humain sont d'origine animale zoonotique, selon un transfert qui vous est expliqué sur cette diapositive. Donc l'accélération du phénomène est beaucoup plus importante puisque dans l'histoire des infections et des parasitoses humaines, depuis environ le néolithique, c'est-à-dire il y a moins 8000 à moins 10 000 ans en arrière jusqu'à l'actuel, nous connaissions 62% de maladies infectieuses et parasitaires humaines d'origine animale, infecté l'humain. Or, ces 50 à 60 dernières années, nous sommes passés à 75%. Donc, il y a une accélération de ce phénomène, et cette accélération de ce phénomène, c'est-à-dire du passage de micro-organismes de l'animal sauvage vers les populations humaines, est due à une augmentation des contacts entre les uns et les autres. Donc, quatrième diapositive. Ici, je vous illustre juste une tendance qui est à observer aujourd'hui et à découvrir
comme l'illustre cette courbe, une augmentation du nombre ici d'espèces virales décrites par la science et la médecine. Donc ça, c'est une observation qu'on peut faire à tous les niveaux, c'est-à-dire c'est aussi vrai pour les espèces de bactéries, c'est aussi vrai pour les espèces de champignons parasites, ça est moins vrai pour les formes parasites en particulier. Mais en général, on observe beaucoup plus aujourd'hui et on décrit beaucoup plus d'espèces virales, d'espèces bactériennes en particulier au cours du temps, et on le doit évidemment à deux phénomènes essentiels qui sont les progrès très importants de la biologie moléculaire aujourd'hui qui vous permettent à travers du séquençage massif de décrire des nombreuses espèces de virus ou de bactéries ou de champignons parasites, mais aussi au fait que beaucoup de disciplines, beaucoup de chercheurs et de médecins travaillent sur ces sujets. Je voulais juste, à travers ces deux diapositives, je vous ai donné quelques dates de découverte de certains virus ici. Et juste vous rappeler que la description de virus ne veut rien dire sur la description d'agents pathogènes. La plupart du temps, ces recherches sont effectuées sur la base de séquençage moderne, séquençage moléculaire, qui vous décrivent des séquences de virus, mais n'implique pas le fait que ces virus, ces bactéries soient pathogènes ou hautement pathogènes pour l'humain. Donc il s'agit ici d'une forme de taxonomie moderne de description de nouvelles espèces virales et bactériennes. Donc la tendance aujourd'hui est dans ce sens de ce qu'on appelle une infectiologie exploratoire à la description d'un certain nombre de nouvelles espèces de virus, de bactéries, de protozoaires, mais aussi de champignons parasites. La diversité biologique abrite en réalité des centaines de millions, voire des milliards de ces micro-organismes-là. Diapositive suivante, donc celle qui vous présente des cartes avec un fond vert et des taches orange. Donc ici, cette diapositive vous présente, sur la base d'un travail effectué par des collègues aux États-Unis, les zones dans le monde où il reste à décrire notamment des virus dont certains pourraient se révéler être pathogènes pour l'espèce humaine dans le futur. Donc vous voyez tout en haut à gauche la carte générale, hein, c'est le petit A, qui vous donne les tendances aujourd'hui que l'on observe de description de virus en général, dont certains peuvent se révéler hautement pathogènes pour l'humain. Et vous voyez que l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, ou le nord de l'Amérique du Sud, sont ce qu'on appelle des hotspots, des points chauds pour la découverte de nouvelles espèces de virus. On pourra y venir pour les explications si vous le souhaitez ensuite. Prenons juste un autre exemple qui nous concerne avec cette pandémie à Covid-19, dû à un virus, coronavirus. Donc prenons par exemple en position médiane horizontale la carte petit d qui vous présente un pictogramme de chauve-souris. Vous voyez de même que l'Amérique du Sud concentre beaucoup de virus d'origine chez les chauves-souris en particulier. Et donc, vous êtes aujourd'hui où la science est capable de déterminer les zones qui représentent des hotspots ou des points chauds à la présence de virus dont certains pourraient se révéler hautement pathogènes ou pathogènes pour l'espèce humaine, mais aussi pour d'autres animaux par ailleurs. Diapositive suivante. Ici, c'est sur la base d'un travail très récent que nous venons de publier avec des collègues qui vous donne une carte, qui vous montre une carte du monde avec les zones les plus sensibles aujourd'hui quant à des nouvelles infections à partir d'une origine zoonotique. Alors, de ce type de carte, il y en a beaucoup dans la littérature. La différence de cette carte, de ce travail par rapport aux précédents travaux, c'est que nous avons inclus des dimensions qui sont souvent oubliées, parce que vous avez bien compris que dans la précédente diapositive, il s'agit essentiellement de la présence et la distribution de virus d'origine animale potentiellement pathogènes pour l'espèce humaine ou pour d'autres animaux. Ici, nous avons inclus d'autres paramètres et qui concernent bien entendu la distribution des grands biomes forestiers dans le monde, mais aussi la diversité biologique qu'on y trouve, qui est le réservoir en réalité de ces virus et de ces bactéries, mais aussi la densité humaine, qui est un facteur extrêmement important à considérer, mais aussi l'intrusion humaine, c'est-à-dire tous les phénomènes de pénétration des populations humaines dans les grands biomes forestiers, notamment pour le développement de l'agriculture et de l'élevage, comme on l'observe au Brésil en particulier, mais aussi en en Afrique centrale, au Cameroun en particulier, ou en Indonésie, ou en général en Asie du Sud-Est. Et un autre paramètre qui est la pauvreté des populations.
Et vous voyez ici, par rapport aux cartes qui sont produites généralement, que les zones à fort risque de transmission de nouvelles infections d'origine animale aux populations humaines sont différentes par rapport à ce que les travaux précédents pouvaient nous proposer, tout simplement parce que nous avons inclus des dimensions d'exposition des populations, mais aussi de vulnérabilité au travers de paramètres de pauvreté qui sont extrêmement importants pour comprendre la transmission infectieuse. Autrement dit, un virus ou une bactérie ne fait pas ou ne font pas la maladie. Il vous faut énormément de paramètres qui se entrecroisent les uns et les autres, et donc l'exposition à travers les pratiques et les usages, la chasse, mais aussi le développement de l'agriculture et de l'élevage, dans les zones intertropicales en particulier, et évidemment la pauvreté. La pauvreté et la vulnérabilité des populations ont toujours constitué le lit pour les infections, et c'est un paramètre extrêmement important à prendre en compte et qu'on oublie généralement. La diapositive suivante, c'est sur la base d'un travail aussi effectué d'ailleurs en Guyane française dans le cadre d'un LABEX pour lequel j'avais la responsabilité des recherches en santé. Vous avez un magnifique dessin qui vous illustre une scène habituelle dans les zones intertropicales, avec tout à gauche une forêt primaire, avec un certain nombre d'éléments de la diversité biologique, comme vous voyez, l'installation d'une population avec cette case, et puis une activité humaine, et puis tout au loin, sur la partie droite, vous voyez et vous devinez une grande ville. Et les taches vertes vous illustrent un agent particulier, un agent une bactérie en particulier sur laquelle j'ai travaillé pendant ces 15 dernières années, qui est une mycobactérie tout à fait identique à la mycobactérie responsable de la lèpre ou de la tuberculose et qu'on appelle Mycobacterium ulcerans et qui est responsable de ce qu'on appelle l'ulcère de Buruli. En réalité, cette mycobactérie elle est abritée dans toutes les zones humides intertropicales, comme beaucoup d'ailleurs d'agents infectieux. Et au cours du phénomène de déforestation, c'est ce que je me propose de vous présenter à suivre. Eh bien, au cours du phénomène de déforestation, cette diapositive suivante, eh bien, l'écosystème est complètement perturbé. Les communautés d'espèces qui se retrouvent dans ces habitats déforestés sont modifiées. Certaines espèces vont disparaître, et en particulier d'ailleurs les formes prédatrices, et vont laisser la place pour la pullulation des formes qui sont normalement les proies de ces prédateurs qui ont disparu. Et au cours de ce phénomène, eh bien, de désorganisation des communautés, si certaines espèces vont pouvoir proliférer parce qu'elles sont non prédatées par les prédateurs qui ont disparu à cause du phénomène de déforestation, elles vont aussi favoriser le développement d'une mycobactérie, une forme de bactérie qui est cette fameuse Mycobacterium ulcerans, présente dans tous les écosystèmes aquatiques intertropicaux, et de provoquer cette maladie dont vous voyez une première image sur la droite qu'on appelle l'ulcère de Buruli, qui vous fait des ulcérations avec une progression d'un feu bactérien sur la peau qui, par une toxine, va vous détruire l'épiderme et le derme, et mettant les muscles à nu, comme vous ici, et provoquant des infections secondaires et à terme la mort des individus qui les contractent. Et donc, vous voyez qu'avec le phénomène de déforestation, notamment dans les zones intertropicales, ici, c'est un travail que nous avons effectué en Guyane française, donc sur un territoire et une région française, eh bien, le phénomène de déforestation, de part en part, selon un phénomène de cascade d'effets, peut entraîner la pullulation d'un micro-organisme dans les environnements. Et lorsque les personnes vont être exposées à ce micro-organisme, qui est depuis la nuit des temps dans ces écosystèmes en réalité, mais les perturbations humaines vont créer une augmentation de sa charge dans l'environnement, et les personnes en contact par des pratiques, par des usages, notamment ici la pêche, la récupération de crabes de crabes de mangrove en particulier, comme en Guyane française, eh bien, mettront en rencontre ces individus exposés à ce germe microbien qui est là depuis la nuit des temps, en réalité. Prochaine diapositive, eh bien, c'est pour les personnes que j'aurais perdues, c'est la carte qui vous montre un camembert avec différentes couleurs et une carte mondiale avec différentes couleurs. Ici, sur la partie gauche, ce sont globalement les explications qu'on donne quant au phénomène d'émergence de maladies
émergentes d'origine environnementale ou zoonotique, avec en vert, donc sur la partie gauche, là, je parle du camembert, vous avez tout en vert tout ce qui concerne le changement d'usage des sols et puis l'intensification agricole. Donc, en général, ces deux paramètres sont les premiers, sont en quelque sorte les starters au déclenchement de maladies infectieuses émergentes, tout simplement parce que, au travers de la modification de l'usage des sols, pensons à la déforestation dans les grands biomes intertropicaux, eh bien, l'homme est exposé à des germes qu'il rencontre, les germes étant installés là depuis des milliers, voire des millions d'années, bien entendu. C'est une composante de la diversité biologique. Et au travers des pratiques euh, d'agriculture et ensuite d'élevage, il est mis en rencontre avec ces germes qui passent de l'un à l'autre et qui provoquent ces nouvelles infections humaines, mais aussi de l'animal. Et donc, vous voyez sur la carte qu'en fonction des pays et des régions, eh bien, les différents paramètres peuvent avoir plus ou moins d'importance. Pointons dans un premier temps et orientons-nous vers le Brésil. Vous voyez que sur le petit camembert que vous voyez sur la carte du Brésil, beaucoup de couleurs vertes, tout simplement parce que les changements d'usage de sol et l'intensification agricole et de l'élevage sont les premiers déterminants aux infections émergentes que l'on rencontre au Brésil. Traversons l'Atlantique et orientons-nous maintenant vers l'Afrique centrale. Vous voyez qu'on est plutôt dans des modes de couleur rouge ou violette. Eh bien, ce sont pour ici beaucoup les pratiques de chasse, les pratiques de chasse traditionnelles en particulier, qui sont responsables de la transmission infectieuse à partir de germes microbiens d'origine animale ou environnementale. Alors, pourquoi je vous ai je vous montre cette diapositive? Tout simplement parce que cette diapositive, elle est produite à un instant T, mais que cela peut changer avec le temps. Au fur et à mesure qu'en Afrique, on pratiquera et on développera, comme au Cameroun, une déforestation massive. D'ailleurs, pour le développement en particulier du palmier à huile, eh bien, ces taches rouges ou roses que vous voyez pour l'Afrique centrale, eh bien, passeront de cette couleur rouge ou rose vers un vert, puisque des déterminants s'enchaîneront et qu'alors, le phénomène de déforestation prendra de l'importance dans l'explication du phénomène émergentiel. Juste pour vous rappeler, il me reste quelques diapositives pour respecter le temps. En épidémiologie, vous avez un certain nombre de paramètres qui vous permettent finalement de bien comprendre la transmission affective. Donc, je suis sur les petits pictogrammes que je vous ai présentés, qui sont ici de couleur rouge. Tout d'abord, la taille de population. La taille de population, prenez entre une ville de grande importance et un petit village, eh bien, ça va déterminer le nombre d'individus potentiellement susceptibles. Tout épidémiologiste vous dira que la taille de population, donc pensez à des grandes villes versus des villes de moindre importance, eh bien, seront un paramètre extrêmement important pour la diffusion infectieuse. Bien entendu, vous aurez compris que le sens de diffusion se fera beaucoup plus facilement et rapidement lorsque vous aurez des grandes villes par rapport à des petites villes. Et cela est d'autant plus vrai que vous aurez donc bandeau central, des densités de population, comme illustré sur ces pictogrammes, plus élevées. La transmission est beaucoup plus importante, notamment pour les agents à transmission contagieuse de personne à personne ou pour les maladies à transmission vectorielle, d'autant plus que la densité de population est importante parce qu'elle va déterminer ce qu'on appelle le taux de contact. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la connectivité entre les différentes populations. La connectivité, c'est quoi? C'est les flux d'individus à travers les transports, mais les transports aussi, pensons, de produits et d'animaux. Il circule aujourd'hui dans le monde beaucoup plus d'animaux, notamment d'animaux domestiques et d'élevage, que d'individus. Eh bien, ces flux, qu'on appelle de la connectivité, eh bien, vont déterminer les flux et l'intensité des flux en personnes, mais aussi en germes microbiens. C'est en réalité ce qui s'est passé avec la pandémie à Covid-19, mais à une échelle beaucoup plus globale. Eh bien, aujourd'hui, diapositive suivante, pour les personnes, s'il s'agit de la diapositive où maintenant vous avez un disque vert, eh bien, nous devons intégrer en épidémiologie, que moi j'appelle de l'épidémiologie écologique, ce qu'on appelle les contiguïtés biodiversité-ville. Donc, dans un premier temps, tout en haut, je vous ai présenté un disque vert qui se rapproche d'un disque rouge. Le disque rouge vous représente une grande ville, le disque vert vous présente une zone de forte biodiversité, donc en
organisme que vous voyez et que vous admirez, mais aussi en micro-organisme, puisqu'il y a un fort lien entre l'un et l'autre. Donc, les contacts entre des grandes villes, notamment dans le monde intertropical et des zones à forte biodiversité, favoriseront une transmission infectieuse du compartiment animal sauvage vers les populations humaines par rapport à des configurations où les zones de forte diversité biologique et en micro-organismes seront distants de cités et de villes de taille plus petite et aussi plus éloignées de ces zones de biodiversité. Diapositive suivante, donc avec en bandeau central des taches de couleur jaune qui vous expriment finalement la contiguïté entre ce que je vous ai présenté au préalable, biodiversité, et villes, et dans l'interface, vous avez les développements des zones d'agriculture et d'élevage qui vous sont présentés en jaune ocre. Eh bien, c'est exactement la conformation, la topologie qui est en train de se réaliser depuis 30 ans, et en particulier en Asie du Sud-Est. Je vous illustrerai par ce qui se passe aujourd'hui à Bangkok en particulier. C'est-à-dire que dans les zones périurbaines, nous avons développé dans toutes ces régions du monde des zones de production agricole et d'élevage qui sont à la fois en contact avec les zones de forte biodiversité dans les grands biomes, des zones intertropicales, et riches en micro-organismes, et puis la cité, bien entendu, riche en population humaine, et dans les zones d'interface, donc elle favorise les ponts de l'un à l'autre, c'est-à-dire les passages des animaux sauvages vers les animaux domestiques et d'élevage, les passages aux agriculteurs et aux éleveurs qui, bien entendu, vendent leurs produits au centre des villes et qui transmettent des infections vers les centres des villes, par rapport à une autre conformation en bordeaux central, mais tout à droite, où je vous présente une topologie qu'il faudrait favoriser, c'est-à-dire pour éviter ces transmissions via ces contacts. Diapositive suivante, je vous illustre justement avec une carte satellitale d'une région au nord-est de Bangkok. Vous avez la carte de la Thaïlande, vous avez Bangkok, et puis vous avez un petit rectangle en vert clair qui vous illustre justement cette vue satellitale qui vous est présentée tout en haut à gauche. Et vous devinez d'ailleurs sur cette zone, sur cette image satellitale, des zones vertes qui sont les zones de biome forestier, donc qui conservent de la diversité biologique, mais aussi de micro-organismes, bien entendu. Et puis, vous voyez des petites taches plus ou moins vertes, enfin en tout cas des rectangles, qui sont ces zones d'élevage, de pratique d'élevage et d'agriculture, donc qui sont à la fois au contact de ces grands biomes forestiers, mais aussi à proximité des grandes villes, puisque ces zones périurbaines permettent et autorisent à nourrir les populations au centre des villes. Tout en bas, à droite, vous avez une illustration qui, sur l'axe des X, vous donne la distance, et puis en axe Y vous donne la densité, alors soit en animaux, soit en humains. Donc, dans un premier temps, courbe noire avec une croix, il s'agit de la population, la densité de population au fur et à mesure qu'on s'éloigne de Bangkok. Tout à gauche, vous êtes au centre de Bangkok, et puis plus vous allez sur la droite, plus vous vous éloignez de Bangkok. Prenons un autre exemple, courbe rouge avec des petits triangles, et vous voyez que, bien entendu, à Bangkok, vous avez moins de ports élevés, bien entendu, mais lorsque vous sortez et que vous passez dans ces zones périurbaines à 10, 15, 20 km de Bangkok, vous rencontrez des fortes concentrations de porcs, et puis au cours du temps, vous avez une diminution de ces concentrations d'élevage, bien entendu. Prenons aussi, si vous voulez, les poulets, hein, c'est la courbe, je crois, rouge avec des triangles pour les poulets, vous voyez le même phénomène. C'est-à-dire que dans les zones périurbaines, vous trouvez les animaux d'élevage dans ces zones-là à forte concentration, et plus vous vous déplacez, vous allez arriver avec les zones d'élevage, et plus vous éloignez aussi de Bangkok, plus vous allez aller vers les grands biomes forestiers intertropicaux que l'on trouve dans ces régions. Et donc, vous voyez que là, avec ce diagramme-là, quand on a organisé des écosystèmes anthropisés qui favorisent la transmission infectieuse des zones et des grands biomes naturels
vers les populations humaines par l'intermède de ces zones périurbaines où se sont développées l'agriculture et l'élevage ces 30 dernières années et pour ces régions-là. Diapositive suivante, et pour conclure, donc je ferai quelques constats sur le dispositif de recherche nationale. Et dans un premier temps, je considère que nous avons armé notre système de recherche nationale, et c'est beaucoup moins vrai à l'étranger, beaucoup moins vrai chez nos collègues anglo-saxons. Moi, je passe ma vie plutôt d'ailleurs à travailler à l'international qu'au niveau français. Donc, nous avons armé notre système de recherche nationale pour comprendre les infections, les épidémies et les pandémies, mais pas pour les anticiper, c'est-à-dire faire de la veille et de l'action en amont. Si vous voulez, nous avons armé notre dispositif de recherche en autant de pompiers et de casernes de pompiers. Et donc, bien entendu, le pompier a absolument besoin que le feu soit généré pour pouvoir l'éteindre. Autrement dit, nous avons dans notre système de recherche beaucoup de virologues ou de bactériologistes, mais qui ont besoin de cet objet pour le comprendre. C'est-à-dire qu'ils ont absolument besoin que le virus sorte du bois, et permettez-moi cette expression, pour pouvoir l'analyser. Et nous n'avons pas, ou très très peu, sauf quelques-uns en particulier, mais nous sommes très très peu à essayer de comprendre les raisons à la naissance de ce feu, ou de ces feux-là, c'est-à-dire à ces émergences, parce que ça demande un travail de terrain, ça demande un travail au long terme, alors que la recherche aujourd'hui exige, j'insiste sur ce verbe, exige une production dans l'immédiat. Deuxième point, nos modes de compréhension doivent évoluer, absolument, car nous sommes dans des systèmes complexes, non linéaires, ils sont très très proches finalement de systèmes chaotiques, où l'approche expérimentale est difficilement possible. Lorsque vous faites de la biologie, le Graal est de passer à l'approche expérimentale pour démontrer que votre cause est responsable d'une conséquence. Et pour démontrer que votre cause est bien responsable d'une conséquence, vous développez l'expérimentation pour démontrer plusieurs fois que votre cause est bien responsable de cette même conséquence. Or, les systèmes non linéaires ne vous permettent pas de développer l'expérimentation, d'autant que l'approche expérimentale se fait au laboratoire et réduit la dimension des possibles, c'est-à-dire à des objets et à des dimensions de temps et d'espace que vous pouvez analyser. J'ai pour habitude de dire que généralement, vous ne dépassez pas dans votre compréhension les bordures d'une boîte de pétri, tout simplement parce que ces phénomènes sont à très large échelle. Aujourd'hui, vous le voyez bien avec cette pandémie, à des échelles globales, et ces échelles globales, vous ne pouvez pas développer l'expérimental et l'expérimentation, alors qu'en science, cette expérimentation est le Graal de ce qu'il faut faire. Donc ici, nous sommes devant un important dilemme, je considère. Ce sujet et ces sujets, en général en France, deviennent très rapidement un problème de médecine, mais ne le sont absolument pas au départ. Puisque nous sommes dans des interfaces, vous avez bien compris, entre des problèmes d'écologie, d'agriculture, d'élevage, mais aussi de sociologie, d'anthropologie, de démographie, ne l'oublions pas, c'est extrêmement important. Et les causes en amont sont au-delà de la médecine seulement. Et je considère qu'en France, nous avons une tendance à refermer ces sujets et ces thèmes autour de la médecine uniquement. Je crois qu'il s'agit de mon avant-dernière diapositive. Donc, puisque la plupart de ces phénomènes d'émergence sont localisés dans les zones intertropicales, il y a très très peu d'infections émergentes dans les zones tempérées, nous devons développer des recherches dans le cadre d'accords bi- ou multilatéraux dans ces régions pour comprendre les tenants et aboutissants de ces crises à ampleur mondiale, car il y en aura d'autres. Dans l'interview pour Le Monde ou d'autres, j'avais averti qu'il y en aura d'autres, et évidemment, il y en aura d'autres parce que les biomes naturels regorgent de micro-organismes, bien entendu, et il est vain de vouloir en faire une estimation du nombre, car ce sont des centaines de millions, voire des milliards, bien entendu, qui existent. L'appareil de recherche national pour le développement a été amputé ces dernières années, je dois insister sur cela. Il faut absolument repenser nos politiques de développement dans le cadre des objectifs de l'agenda 2030 des Nations Unies. Et l'Agence française de développement est, à mon avis, par rapport à d'autres agences de développement, j'en connais beaucoup à travers mes activités, et aussi on pourra parler de l'USAID, si vous voulez.
est très en retard sur ses approches et ses perspectives. Ce n'est qu'à la fin des années 2010 qu'elle prenne en considération ces phénomènes-là. Et c'est ce qu'on appelle de la sustainability science, la science du développement ou de la soutenabilité pardon. Autre point, l'agriculture et l'élevage intensif étant des moteurs importants à l'amplification et à la transmission affectueuse, la France et l'Europe doivent initier des approches et un accompagnement de recherche et d'expertise sur la transition agricole eu égard au risque sanitaire. Vous avez vu que le risque sanitaire existe, mais est d'origine externe à l'Europe. Il peut être en interne, mais il pourra arriver très rapidement sur notre territoire, infecter des troupeaux et des élevages entiers, et donc certaines formes peuvent aussi passer aux populations humaines. Il faut mettre en place des modèles témoins en territoire avec une compréhension de leur évolution. Donc c'est l'approche actuelle à INRAE où je suis qu'on m'a demandé de développer au travers d'un programme prioritaire qui est tri-institutionnel entre INRAE, le CIRAD et l'Institut de recherche pour le développement pour intégrer la problématique du risque sanitaire dans le cadre de la transition agricole internationale. On ne peut plus aujourd'hui pratiquer des développements agricoles et d'élevage sans prendre en compte le risque sanitaire tel que nous le voyons aujourd'hui et nous le comprenons aujourd'hui. Et il faut un appui très fort des décideurs publics sur ces orientations-là. Dernière diapositive, je pense. Nous avons un positionnement, et en particulier en France, très complexe par rapport à ce qu'on appelle la recherche transversale, multidisciplinaire, par rapport à l'hyperspécialisation qui existe en France, avec une difficulté actuelle de remise en contexte jusque dans la recherche, tout simplement parce que nous avons hyperspécialisé nos formations et que la recherche transversale et les gens qui les portent n'ont pas été suffisamment supportés ces 30 dernières années. Personnellement, ou à quelques-uns, moi, ma recherche internationale, elle n'est pas financée par la France, elle est financée par des grandes agences, notamment nord-américaines. Durant cette crise, je me sentais obligé de le faire parce que j'ai été très sollicité durant cette crise ces 9 dernières semaines. Il y a une mise en évidence de la complexité organisationnelle des institutions nationales françaises, y compris de recherche. J'ai très souvent été très sollicité exactement sur la même chose pour participer à des rapports ou écrire des notes, par exemple 7 notes exactement sur le même sujet venant de différentes institutions, exactement sur le même thème, et je ne comprends pas très bien comment il n'y a pas d'organisation au niveau supérieur entre différents départements ministériels ou voire entre différents ministères. Il y a une sorte d'agitation brownienne avec des multiples demandes en parallèle qui sont non concertées, avec toujours peu de créativité et beaucoup de duplication. Il y a une difficulté en France à produire de la synthèse sur ces thématiques. Je fais référence à ce qu'on appelle les centres Cochrane en épidémiologie, alors que nous possédons par exemple un centre de synthèse et d'analyse sur la biodiversité qui s'appelle le CESAB, qui est pas ou peu doté de moyens financiers, tout simplement parce qu'en France, on reste et on a une compréhension très analytique des phénomènes et on ne laisse pas suffisamment de place aux approches de synthèse qui vont souvent révéler des vérités fausses ou vont contredire la connaissance perceptionnelle que l'on peut avoir à partir d'études plus régulières. Donc, je vais terminer ici avec quelques références, et notamment le rapport sur les maladies infectieuses émergentes, état de la situation et perspectives. Donc, il y a un document de l'État que j'ai coordonné avec le professeur Catherine Leport, qui est infectiologue à l'hôpital Bichat à Paris. Donc, c'est un rapport que nous avons produit en 2011, alors que nous étions au Haut Conseil de la santé publique. Donc, il est disponible et finalement, ce rapport raconte aussi très, très bien ce qui se passe à l'heure actuelle, à la différence que nous avions préconisé à l'époque les moyens prophylactiques qui ont été aujourd'hui perdus. Et je crois que j'ai terminé. Il me reste une diapositive ensuite pour les quelques questions que vous pourrez avoir. Et je vous remercie pour votre écoute et je suis disponible pour répondre à vos questions. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Je vais donner tout de suite la parole à Guillaume Chevrolier pour les premières questions.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Professeur, mes chers collègues. Merci pour cet exposé tout à fait intéressant, d'ailleurs qui confirme un certain nombre de thèses que j'avais déjà entendues dans les auditions que j'ai menées sur les questions de biodiversité. On le voit, cette année 2020 devait être une grande année de la biodiversité avec le Congrès mondial pour la nature et la COP 15 biodiversité en Chine. Et on voit qu'avec la pandémie que nous connaissons, il y a de très forts liens avec les impacts sur notre environnement, sur la biodiversité, et vous en avez parfaitement parlé à l'instant avec le développement des zoonoses notamment. Ouais, je voulais vous poser quelques questions en complément de votre présentation. À aucun moment, d'ailleurs, ni dans les cartes que vous avez présentées, vous n'avez parlé de la Chine, alors qu'aujourd'hui, si on est dans l'actualité, le Covid-19 trouverait son origine dans une province chinoise, et également avec le lien sur les modes de consommation alimentaire des Chinois. Donc, est-ce que vous pouvez développer sur cette question-là, sur les comportements alimentaires aujourd'hui qui créent ces pandémies? Le point également de la biodiversité est également à faire. Vous en avez parlé. Je pense qu'il conviendrait aussi d'accentuer les efforts pour faire converger ces deux sujets, et après ces deux mises en œuvre de politiques publiques très, très concrètes sur le sujet. Et là, quelles propositions, en ce cas vous tirez un certain nombre de diagnostics, mais quelles propositions vous pourriez avancer sur ces thématiques-là? Je pense à celle qui faisait partie d'ailleurs des propositions pour l'agenda biodiversité, à savoir le développement d'aires protégées, comment lutter contre la déforestation, là aussi le lien avec l'alimentation, c'est déforestation, parce qu'on et là vos cartes l'illustre parfaitement bien, les virus importants en Amérique du Sud, avec un certain nombre de produits qui viennent d'Amérique du Sud dans des espaces commerciaux comme l'Europe. Donc, comme dans les espaces de consommation en Occident, puissent régler les problèmes qui se posent ailleurs, donc de façon très concrète, et retrouver des équilibres. Un autre point que vous n'avez pas évoqué, sur le trafic d'animaux sauvages et quels impacts sur la circulation du virus. Et vous l'avez évoqué sur la nécessité d'avoir une recherche plus importante dans le domaine de la biodiversité, et aussi une parole peut-être plus entendue des chercheurs dans ce secteur-là auprès des décideurs. Aujourd'hui, vous pourriez être membre d'un conseil scientifique, vous pourriez conseiller, et peut-être dernière question, comment vous expliquez aujourd'hui que le monde n'a pas fait preuve d'une certaine impréparation face à l'épidémie actuelle et à cette crise sanitaire, alors même que, et vous l'avez démontré, il y avait un certain nombre de signaux bien avant. On a eu des appels, enfin, il y a eu une vingtaine d'années le SRAS, le phénomène de la mondialisation et la rapidité des échanges n'est pas nouveau. Donc, comment expliquer ce manque d'anticipation dans un certain nombre d'États? Merci. Merci, Monsieur Chevrollier. La liaison n'a pas été parfaite tout au long de votre propos, mais je pense que Monsieur Guégan va quand même pouvoir répondre à vos questions et interpellations. Monsieur le professeur. Oui, merci pour ces 4 à 5 questions. Donc, alors, dans un premier temps, pourquoi la Chine n'apparaît pas sur ces cartes? Donc, les cartes, c'est toujours intéressant, mais il faut toujours se méfier des cartes, parce qu'il faut essayer de comprendre quels sont les indicateurs qui ont été mis en place pour les dresser, en fait. Et souvent, on l'oublie. Alors, ça veut dire que, tout simplement, si vous aviez pris comme paramètre pour dresser ces cartes et les construire
disons, la chasse de viande de brousse en particulier, ou la consommation de produits extraits de la diversité biologique, bien entendu, la Chine serait apparue beaucoup plus rouge ou orange qu'elle ne l'est actuellement. Donc les paramètres qui ont été utilisés ne tiennent pas compte des pratiques de chasse en réalité, mais en revanche tiennent compte des niveaux de pauvreté des populations. Or, les pratiques de chasse, de ce que je sais, notamment dans les zones intertropicales, sont toujours liées à des populations les plus pauvres du monde aussi. Alors derrière peut s'organiser un trafic plus ou moins fructueux pour les personnes qui l'organisent. Donc voilà, donc c'est tout simplement parce que les paramètres n'ont pas été rentrés, parce que la question qu'on nous posions dans cet article-là n'était pas de cet ordre. Donc dans un premier temps, voilà, j'ai répondu. De ce que je sais, des cartes qui ont été produites dans la littérature scientifique internationale, d'ailleurs, la Chine, à l'exception du sud de la Chine, ne figure pas dans des hotspots de diversité biologique en maladies infectieuses émergentes. Le sud, tout à fait le sud subtropical et tropical, oui, mais c'est plutôt la Thaïlande, le Laos, l'Indonésie qui sont les hotspots d'émergence telles qu'elles ont été produites et identifiées ces 10-15 dernières années, notamment par un programme américain qui vient d'être stoppé d'ailleurs par le président Trump. Alors, la deuxième question, c'est là où j'ai eu peut-être des difficultés à propos de la biodiversité. Que faire? Alors, bien entendu, vous avez bien compris que toutes les interfaces que nous produirons en tant que société humaine et l'utilisation, les usages de cette biodiversité seront toujours des pratiques à risque. Donc, il faut, à mon avis, mais je ne peux pas, je serais bien prétentieux de répondre seul, hein, bien entendu, c'est quelque chose qui doit être organisé à des niveaux nationaux et internationaux, des sanctuaires de diversité biologique, bien entendu, et éviter au maximum les expositions. Mais les expositions, c'est un sujet extrêmement important. On a oublié, jusqu'en médecine, des grands classiques de ce qu'est un risque. Un risque, c'est la multiplication entre des menaces ou des dangers, des expositions et de la vulnérabilité. Il peut y avoir un danger, mais si vous n'êtes pas exposé à ce danger, il n'y a pas de risque. D'accord ? Et donc, du coup, il faut favoriser le développement d'aires protégées, éviter les expositions, et notamment les expositions qui peuvent se faire au travers de la pratique de la chasse en particulier. Mais aussi le tourisme. Hein. Le tourisme est rendu responsable de la transmission aussi, hein, ne l'oublions pas, vers les animaux et en particulier les grands primates en Afrique centrale. Donc je pense aux grands singes, de virus de rougeole qui ont exterminé des populations entières, populations locales entières de grands singes. Hein. Donc c'est pas que dans un sens, c'est aussi dans l'autre que le phénomène se passe. Alors, comment lutter contre la déforestation? C'est un véritable problème, mais on voit bien que le sujet de la déforestation est un sujet majeur pour la problématique du changement climatique. C'est un sujet majeur aussi pour le développement de l'agriculture et de l'élevage et des risques que l'on peut rencontrer derrière avec le phénomène de déforestation, bien entendu. Et on en revient à mon premier point, c'est-à-dire de favoriser la création de grands espaces naturels sanctuarisés. Alors, la chasse est effectivement un énorme problème à l'heure actuelle, mais plus que la chasse, parce que très curieusement, c'est moins la consommation de viande de brousse boucanée qui serait responsable. Par analogie, on l'utilise énormément dans les explications de transmission infectieuse de l'animal à l'humain, mais on a très très peu finalement d'évidence. Et c'est moins la transmission par la consommation de viande de brousse et beaucoup plus par les contacts et les expositions avec l'animal chassé, c'est-à-dire qui peut provoquer des blessures, qui peut, par des expectorations ou des fluides, je pense aux urines, mais aussi à sa salive, à sa bave, contaminer l'individu chasseur. Et c'est beaucoup plus par ces phénomènes-là et ces voies-là que les transmissions se font que à la lumière des faits scientifiques. Hein, on parle souvent que le virus ou les deux virus responsables des sida, HIV1 et HIV2, donc le premier, le réservoir, c'est un chimpanzé, et le deuxième, c'est le singe vert d'Afrique de l'Ouest.
aurait été transmis à l'humain par notamment la consommation de viande de brousse. On dit la même chose pour le virus à Ebola. Et en fait, en réalité, on n'en sait rien. Pour la contamination, les premières contaminations de cas primaires de virus de sida dans les années 1920 au sud-est du Cameroun, parce qu'on sait identifier quasiment précisément la localisation de ces premiers contacts et de ces transmissions, personne n'était là pour faire une photo de l'événement en question, c'est-à-dire favorisant la transmission du virus de l'animal à l'humain via de la consommation de viande de brousse, vous voyez. Et donc, du coup, là, on manque de faits réels. Et d'ailleurs, toutes les études qui ont été faites chez les collègues ici en France, notamment à l'Institut tropical d'Anvers, à récupérer de la viande arrêtée dans les aéroports bruxellois et français, n'ont rien révélé en termes de présence de virus en particulier dans de la viande boucanée illégale à arriver sur nos territoires. Alors, de facto, ça ne veut pas dire que ces particules virales n'existent pas. Ça veut tout simplement dire que les techniques moléculaires utilisées ne les révèlent pas. Si elles sont à des densités extrêmement faibles, la capacité de la méthodologie pour les révéler est d'autant moins efficace et pertinente. Mais en réalité, on en trouve, des études que je connais, on n'en trouve pas ou très peu. Alors, en matière de trafic d'animaux sauvages, et c'est tout le problème très probablement avec ce virus, coronavirus SARS numéro 2, donc en Chine, le trafic d'animaux sauvages est un réel problème. Et quand je pense au trafic d'animaux sauvages pour la consommation humaine ou l'utilisation ici des écailles ou des os ou de certains organes pour en faire une poudre ou des extraits qui rentrent dans la pharmacopée traditionnelle chinoise, si on pense bien à ça. Je pense aussi à l'organisation finalement d'un trafic d'animaux sauvages qu'on va essayer aussi de récupérer pour alimenter les nouveaux marchés des animaux de compagnie en réalité. Et cela a été responsable de l'introduction d'un virus tout à fait équivalent au virus de la variole humaine qu'on appelle le virus de la variole du singe, qu'on appelle en anglais monkeypox virus, qui est introduit dans les années 2003 à Atlanta et qui est un virus qui est aussi très sévère en ferme et très pathogène, mais qui est issu des petits animaux qui ont été introduits sur le marché américain, nord-américain, puisque les gens sont à la recherche de nouveaux petits animaux de compagnie. Donc, on a introduit des petits rongeurs et des écureuils de terre qui ont aussi introduit cette forme virale extrêmement pathogène en réalité. Alors, le trafic d'animaux sauvages est un réel problème, mais comme je vous le dis, et je connais très très bien l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Afrique centrale, de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, un peu moins l'Asie du Sud-Est, quoique, les trafics d'animaux sauvages, au moins la chasse dans un premier temps, sont toujours associés à des populations extrêmement pauvres, qui bien entendu vendent leurs produits récupérés, et derrière, il y a un marché illégal qui est construit et qui est plus ou moins lucratif pour les personnes qui l'organisent. Donc il faut bien aussi trouver des solutions. C'est une véritable problématique de développement durable. On ne peut pas interdire à ces populations-là l'interdiction de chasse à ces populations séculaires dans les forêts africaines ou en Amérique du Sud et centrale, si on ne trouve pas les moyens de développer une agriculture et d'avoir des métiers pour assurer leur propre survie et existence, bien entendu. Donc c'est un important problème. Mais vous voyez qu'en Amérique du Sud, ça, c'est d'ailleurs un sujet d'anthropologie en Amérique du Sud. Les populations amérindiennes qui ont la pratique de chasse séculaire, traditionnelle, de manière séculaire, etc., je ne suis pas sûr elles ont été plus infectées que d'autres populations par des virus ou des bactéries mortelles. En tout cas, il faudrait voir avec un anthropologue sur ces sujets-là, mais moi, je n'ai pas lu de littérature particulière à ce sujet. Donc, ça a été la troisième question, trafic d'animaux. Notre impréparation, je crois que notre impréparation, elle est due particulièrement peut-être en France, mais vous l'avez lu dans tous les médias, vous l'aurez entendu à la télévision. C'est un peu le syndrome du nuage de Tchernobyl qui s'arrête à la frontière germano-française dans ce cas-là pour bien respecter cette direction. Eh bien, en France, c'est un peu la même chose. Il faut savoir aussi qu'au niveau de la médecine,
comme dans tout domaine d'activité, vous avez des sciences nobles et des sciences et des domaines moins nobles. Donc moi je considère que toutes les recherches en matière infectieuse, l'infectiologie, la santé publique, l'épidémiologie n'ont pas du tout été privilégiées en France parce que d'autres sciences plus nobles ont une forme hégémonique sur cet appareil-là. Nous, on observe exactement la même chose en biologie, où un virologue aura beaucoup plus de prestige qu'un bactériologiste. Et lorsque vous êtes immunologiste, biologiste cellulaire, vous avez plus de prestige que des gens travaillant dans d'autres activités de la biologie. Et donc, je suis aujourd'hui très persuadé que jusqu'à l'intérieur même de la médecine, bien des gens de certaines professions en médecine n'ont pas cru que nous étions possiblement vulnérables à de nouvelles infections et parasitoses, tout simplement parce que nous les avons combattus et puis que de toute façon, nous trouverons les moyens de soit les stopper, soit de nous guérir. Mais en réalité, pour développer un vaccin, le temps qu'il faut pour, en général, développer un vaccin est entre 2 ans et 12 ans, et en général, c'est beaucoup plus proche de 12 ans que de 2 ans. J'espère que cette fois, puisqu'il y a une activité de recherche beaucoup plus importante, on ira beaucoup plus vite. Mais lorsque le vaccin est créé, il faut bien entendu le tester. Et ensuite, il faut le passer en stade commercial. Et c'est là aussi, la plupart du temps, que ça peut achoper, en réalité. Et donc, moi, mon explication dans notre forme d'impréparation, c'est tout simplement parce que l'espèce humaine est aujourd'hui, au sens de la médecine, plus du tout vulnérable à ce type de risque. Ou beaucoup moins qu'avant. Et si elle l'est, nous avons les moyens technologiques et la connaissance pour pouvoir les stopper, voire les éradiquer. Merci beaucoup. Je suis un peu sévère, mais c'est le fond de ma pensée. C'est beaucoup de discussions que j'ai eues ces dernières années à ce sujet. Merci. Je vais prendre maintenant des questions de sénateurs qui ont manifesté leur souhait de vous interroger. Monsieur le professeur, je prends des questions par groupe de 3 et je vais demander à Madame de Sidrac, si elle est en ligne, d'intervenir pour vous poser la première question. Madame de Sidrac. Merci. Oui, bonjour tout le monde. Merci, Monsieur le Président. J'espère que vous m'entendez tous. Très bien. Merci. Oui, professeur, l'épidémie actuelle, effectivement, appartient au groupe des maladies zoonoses qui lie en effet espèces sauvages, animaux domestiques, humains. Et vraiment, je vous remercie de la clarté de vos explications et des illustrations que vous avez partagées avec nous en introduction. Depuis des années, effectivement, nous avons affronté d'ailleurs d'autres maladies de ce type. On pense à Ebola, Zika, Chikungunya et autres H1N1. Beaucoup d'autres, d'ailleurs, de maladies n'ont pas fait la une de l'actualité, mais on sait bien qu'elles sont présentes et que peut-être certaines se déclareront à l'avenir. On constate également que le nombre est en constante augmentation et qu'il nous faudra peut-être apprendre à vivre avec des épisodes épidémiques de plus en plus fréquents. Le Covid-19 nous le rappelle malheureusement. Toutefois, on sait aussi que ces espèces virales sont parfois inoffensives pour l'homme, en fait. D'ailleurs, je pense que la majorité d'entre elles le sont. Mais même en faible pourcentage, le potentiel de risque, en fait, pour les populations est réel. Et donc, dans ce contexte-là, et dans plusieurs entretiens, vous avez déploré effectivement la perte d'une culture de la prévention des risques épidémiologiques en France, avec des médecins, des étudiants, mais aussi des décideurs politiques qui parfois, et surtout avant la pandémie donc, que nous traversons, pensaient peut-être que ces maladies tropicales infectieuses n'étaient pas une menace, voire certaines étaient vaincues. Vous avez d'ailleurs parlé avec nous ce matin de pompiers, vous avez évoqué le manque de prévention de nos dispositifs de recherche nationaux. Effectivement, les conséquences sont importantes, vous l'avez rappelé. Cela induit une baisse des enseignements épidémiologiques et donc des connaissances, mais aussi provoque, et vous l'avez également rappelé, des baisses de crédits budgétaires dans la recherche contre ces maladies. Alors, mes questions, évidemment, vous l'avez deviné, vont porter là-dessus. Je voulais savoir ce que vous pensez. Est-ce qu'il faut, en réalité, pensez-vous qu'il faille modifier nos enseignements de médecine
on va dire un peu particulièrement pour intéresser à ces sciences, et de façon plus générale la formation pour mieux prendre en compte le lien qu'il y a entre santé et environnement, qui est plus que jamais important aujourd'hui. Ne pensez-vous pas aussi qu'il faille développer à travers une politique peut-être plus volontaire dans ce sens-là, la prévention et les sciences épidémiologiques? Si oui, quelles sont les pistes en fait de réflexion que vous voyez vous dans votre domaine, et qu'attendez-vous des évolutions, voire peut-être des bouleversements de la recherche, de la prévention pour faire face à toutes ces pandémies à venir? Et si oui, là encore, pouvez-vous nous dire lesquelles et quelles sont vos réflexions? Merci beaucoup. Merci Madame de Cidrac. Je donne la parole à Monsieur Gold puis à Monsieur Houllegatte. Donc Monsieur Gold, puis je vous demandais d'être relativement bref dans vos questions, parce que j'ai beaucoup de demandes de parole. Donc ce n'est pas parce qu'on est à distance qu'il ne faut pas respecter la règle des 2 minutes. Monsieur Gold. Je vais être très rapide, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Professeur, dans un article que vous avez récemment publié, vous évoquez la nécessité de promouvoir une nouvelle organisation mondiale plus respectueuse des engagements de l'agenda 2030 des Nations Unies. Les collectivités locales sont des acteurs à part entière des 17 objectifs de cet agenda, notamment à travers l'élaboration des plans climat-énergie territoriaux ou encore la mise en œuvre d'une politique sur les espaces naturels sensibles qui concerne 73% des départements français. Quelle place peut occuper, selon vous, l'échelle territoriale locale dans ce nécessaire changement mondial, et les moyens qui sont accordés par l'État sont-ils, selon vous, suffisants à la fois en termes humains et financiers? Je suis allé très vite. J'espère avoir respecté mon temps. Merci, Président. Merci beaucoup, Monsieur Gold. Monsieur Houllegatte. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Merci à vous, professeur, pour l'éclairage que vous nous apportez. Ma question va faire le grand écart avec celle de Monsieur Gold. Désormais, donc, je pense que tout le monde est d'accord sur le constat, mais néanmoins, il semblerait que nous ayons entrouvert la boîte de Pandore d'où s'est échappé le coronavirus, et que refermer cette boîte en modifiant nos pratiques humaines demandera du temps. Même si c'est vrai, le programme de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030 est une bonne chose. Et donc ma question est la suivante, c'est que le pompier en chef, c'est quand même l'Organisation mondiale de la santé. La pandémie de grippe H1N1 a été la première pandémie du XXIe siècle. Elle a été aussi la première pandémie depuis l'adoption par les 196 pays du règlement sanitaire international de l'OMS. Alors il semblerait maintenant, on s'enorgueillait à l'époque en disant que ce RSI avait été robuste. Il semblerait maintenant qu'on se rend compte qu'il soit dépassé. Donc ma question, c'est comment modifier, est-ce qu'il faut modifier selon vous le règlement sanitaire international, selon quelle modalité, et est-ce que, puisque vous dites que vous êtes pompier, est-ce que vous pensez, même si ce sont des modèles complexes, que l'on peut néanmoins modéliser au démarrage la propagation d'une épidémie? Je vous en remercie. Merci beaucoup, Monsieur Houllegatte. Monsieur le Professeur, pour répondre aux questions de Mme de Cidrac, de Monsieur Gold et de Monsieur Houllegatte. Tout d'abord, merci pour ces questions. Donc, un professeur d'infectiologie français qui s'appelait Charles Nicolle avait l'habitude de dire qu'un agent microbien devient pathogène par circonstance et non pas par nécessité. Donc, il devient par circonstance parce que c'est l'humain, à travers ses activités et ses pratiques, qui organise finalement son transfert et qui le rend en quelque sorte pathogène. Donc, ce sont aujourd'hui nos activités à tous les niveaux d'échelle, et notamment aussi plus globaux, qui rendent ces micro-organismes pathogènes par les activités que nous organisons. Mais ça a été un des éléments de ma présentation. Donc, alors, concernant les enseignements en médecine, alors j'enseigne ici en médecine à Montpellier, à Angers aussi, et puis à Paris, mais de manière moins permanente à Paris, où je peux être aussi appelé, mais en tout cas à Montpellier. Donc, ce dont je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de pertes de connaissances, bien entendu, sur ces sujets qui nous intéressent, c'est-à-dire environnement et santé. Et je pense qu'il serait pertinent que certaines écoles de médecine, certaines facultés en France, et pas toutes, se spécialisent sur ces sujets. Vous voyez, il y a aussi beaucoup d'idées qui se développent sur l'apport de la théorie de l'évolution dans la compréhension de la genèse de certaines maladies infectieuses ou chroniques. Et je pense qu'il serait important que certaines écoles de médecine, certaines facultés de médecine nationale, et encore une fois pas toutes,
se spécialise en formant des jeunes médecins qui auraient des esprits un peu plus orientés vers des approches évolutives, des approches écologiques. Le sujet de la résistance aux antibiotiques dans ma spécialité, ça fait 50 ou 60 ans, on n'arrête pas de dire attention, tous les 5 ans environ, vous aurez de la résistance à telle molécule. Et pourtant, on a continué à produire des molécules. Donc ça, c'est dans mon domaine d'activité quelque chose que l'on appréhende très très bien, très très vite et que l'on comprend en réalité. Donc je pense qu'il faut favoriser le développement de certaines facultés de médecine et les ouvrir à d'autres disciplines, et en particulier beaucoup plus aux sciences écologiques et évolutives qu'elles ne le font actuellement. Ça, j'en suis intimement convaincu. J'ai été formé, j'ai des unités d'enseignement en parasitologie, en pathologie, et à l'époque, dans les années 80, c'était des médecins qui vous enseignaient, mais c'était des médecins qui étaient des très grands naturalistes aussi, qui connaissaient très très bien le terrain, qui connaissaient autre chose que la médecine. Donc je pense qu'il est important de revenir à ça. Alors on en a quelques-uns et de manière très intéressante. Ces médecins avec des esprits un peu, avec une vision très globale, vous les retrouvez chez les médecins du service de santé. Vous les trouvez, bien entendu, chez certains médecins dans les ONG, vous les trouvez aussi à l'Institut de recherche pour le développement, où vous avez des médecins qui sont d'abord des gens de terrain, qui connaissent très très bien les sociétés et qui ne font pas, vous voyez, que de la biologie. Ils vont travailler sur des problèmes d'interface entre une infection et le niveau de pauvreté des individus, leur niveau de nutrition, nutritionnelle ou de malnutrition, qui sont aussi des terrains très favorables au lit des infections et des parasitoses. Donc, moi, je préconise un retour au terrain. Je suis assez fidèle et c'est ce qui manque beaucoup, en mon sens, de stage terrain. C'est extrêmement important, voilà, comprendre la réalité du monde. Donc, il y avait une tradition française en médecine à ce que beaucoup de médecins, alors je ne suis pas médecin, je tiens à le dire, mais beaucoup de nos médecins et des générations les plus âgés avaient l'habitude de partir dans des ONG, Médecins sans frontières, Médecins du monde, et pratiquer pendant 2 ans, 3 ans en Thaïlande, au Congo ou ailleurs, et donc de vraiment connaître ces problématiques, mais de connaître ces problématiques sur le terrain, donc c'est-à-dire aussi discuter avec les populations. Ça me semble important qu'on y revienne. La médecine est devenue une médecine très individualisée, très technologique, très nucléaire, très réparatrice, alors qu'une connaissance, la première alerte dans le système infectieux, eh ben, ce sont les gens qui connaissent les infections et qui sont sur le terrain, qui vont diagnostiquer très rapidement les premiers cas. C'est vrai aussi pour les sciences vétérinaires, qui le feront chez les animaux. Donc, on a perdu un peu cette culture-là. Il faut absolument la retrouver, moi je considère, parce que ce sont les premiers garants du système d'alerte. Et donc, derrière, ça veut dire aussi qu'il faut former à ces pratiques nos partenaires des pays du Sud, c'est-à-dire on a aujourd'hui d'importants problèmes sur des problèmes de diagnostic. Voilà, il y a certaines pathologies qui sont très difficiles, et celles sur lesquelles je travaille en particulier, où il y a des confusions énormes qui sont faites. Vous voyez l'ulcère de Buruli qui vous provoque l'ulcère, dont je vous ai montré 2 ou 3 photos. Nous avons les spécialistes en Guyane française qui sont capables de les détecter, mais partout ailleurs, la maladie n'est pas présente au Brésil. Il n'y a aucune raison de penser que la maladie ne soit pas présente au Brésil. Ce sont les mêmes types d'écosystèmes qui hébergent les mêmes gènes microbiens, mais la maladie est cataloguée plutôt au Brésil comme être une leishmaniose cutanée, alors que c'est très probablement dans de nombreux cas de l'ulcère de Buruli. Vous voyez, il y a un énorme problème de diagnostic à la base. Et donc moi, je préconiserais un retour au terrain, un retour à une formation un peu dure. Ça me semble extrêmement important car elle était perdue. Favoriser les écoles de médecine, je vous l'ai dit, avec des orientations multidisciplinaires transversales. On en a très nettement besoin, à mon avis. Alors, prévention et sciences épidémiologiques, ça, c'était un travail de fond. Je vous ai dit que je passais plus mon temps à l'étranger dans les grandes écoles de santé publique britanniques ou nord-américaines, tout simplement parce qu'il y a cette culture en amont, plutôt que cette culture curative comme on l'a en France. Ils essaient de travailler sur les déterminants de santé. Ça, c'est un des grands classiques de la santé publique et de l'épidémiologie.
travailler sur les circonstances qui vont faire qu'une population soit plus affectée et infectée dans ce cas-là ou pas. Ça me semble extrêmement important, mais je vous l'ai dit qu'en France en particulier, ça a été mal ou déconsidéré au cours du temps. Voilà. Donc je pense que voilà, il faut donner la possibilité à ces domaines d'activité, la santé publique, l'épidémiologie, les aspects santé-environnement. Donc je dois faire une petite parenthèse que je vais vite refermer, c'est que santé-environnement en France est conçu dans une acception extrêmement réduite. Quand vous parlez de santé-environnement en France exclusivement, j'entends, vous parlez des aspects maladies chroniques, toxicologie, écotoxicologie, et que ce domaine s'est lui-même fermé par rapport à ce que je représente ici aujourd'hui, à l'infectieux, mais qui a une forte interface avec l'environnement. Donc dans le monde anglo-saxon, en matière de santé-environnement, on y inclut ce que je vous ai présenté, alors qu'en France, on le fait. Il faudra aussi d'ailleurs le comprendre, les raisons. Alors, je pense avoir répondu pour la première série de questions. Bien entendu, je n'ai pas de réponse à toutes ces questions, mais je pense encore une fois qu'il faut favoriser les approches de terrain, et notamment avec nos partenaires, ça me semble essentiel, et notamment parce que les premiers garants du système d'alerte infectieux, eh bien, ce sont les gens qui seront aptes à caractériser, à déterminer au plus vite l'apparition de ces infections. Et bien entendu, on le voit avec l'épisode chinois, qu'il est important dans ces systèmes d'alerte que les personnes qui la pratiquent ne soient pas interdites de le faire et ne soient pas condamnées comme ça a pu l'être en Chine. Donc, promouvoir ensuite une nouvelle organisation mondiale et l'importance des échelles locales, pour moi, il me semble, et c'est vers là que devrait s'orienter, à mon avis, je le dis de manière individuelle et très humble, mais je pense que INRAE, aujourd'hui, que je représente, est tout à fait d'accord à ce qu'en France, en territoire, j'entende qu'il y ait des décisions qui soient prises pour des orientations en territoire, de pratiques agricoles, d'élevage respectueuses de l'environnement, respectueuses des hommes, et bien entendu des femmes. Quand je parle homme, je parle en tant qu'espèce, bien entendu, excusez-moi, responsable des trajectoires de chaque territoire. Moi, ça me semble important, dans la mesure où ce pourrait être autant d'initiatives prises par des communautés locales en territoire, qui choisissent des trajectoires que nous pouvons suivre et sur lesquelles nous pouvons analyser quid des bénéfices à ces développements, mais aussi des risques derrière, sachant que le développement d'une agriculture intensive en Europe, bien entendu, et d'un élevage intensif est aussi à risque de transmission infectieuse, bien entendu. Donc, il me semble important de laisser ces initiatives en territoire se développer, avec bien entendu un retour aux races animales. Moi, ça me semble essentiel, car elles sont génétiquement garantes d'une plus grande résilience face à ces infections et parasitoses. Ça me semble important, mais c'est aussi vrai dans le domaine végétal, où on va parler de variété. Ça me semble extrêmement important. Et là, on parle bien de diversité biologique, et de diversité biologique à un autre niveau, qui est celui de la diversité génétique, qu'il me semble essentiel de réintroduire dans nos systèmes agricoles et d'élevage. Donc, je pense une priorité aux échelles locales et à toutes ces initiatives en matière d'aide et de pratiques, de développement et de collaboration avec les partenaires du Sud. On a bien vu toutes ces dernières années, moi je suis très sensible à ça, à des jumelages entre certaines villes et certaines villes, certains villages, certains territoires, notamment nationaux ici en France, avec certains autres territoires, quid au Mali, au Sénégal ou ailleurs, et je suis très sensible, et c'est par là que ça doit aussi prendre tout son cheminement. Dernière question, alors nous avons ouvert la boîte de Pandore, le rôle de l'OMS, du règlement sanitaire international. Alors c'est un problème qui est un problème aussi de politique. Moi, il me semble que les organisations internationales comme l'OMS, mais il y en a bien d'autres, ont perdu de la puissance. Moi, je suis à titre individuel, assez catastrophé par la quasi-absence de l'OMS dans le discours actuellement. Ce sont des institutions qui ont été au cours du temps de moins en moins bien dotées. Je pense qu'il faut réfléchir à une réorganisation de ces institutions
réorganisation de ces institutions, mais aussi à la lumière de ce que vous dites et à la lumière des faits aujourd'hui que nous avons en recherche scientifique. Ça me semble important. Je pense que quelquefois, il n'y a pas assez d'assimilation par ces institutions de ce qui se fait dans le domaine scientifique. Par exemple, à chaque fois qu'il y a eu un directeur de département sciences environnementale et santé à l'OMS, ça a toujours très bien marché. Je peux vous donner des exemples et des périodes durant lesquelles ça a très bien marché. Et à chaque fois qu'il n'y en a plus eu, pour des problèmes soit financiers ou soit de résistance interne à l'OMS, eh bien, les aspects santé et environnement ont été beaucoup moins considérés, bien entendu. Donc voilà. Votre santé et la mienne, mais aussi celle des animaux et celle des plantes, dépendent des conditions environnementales dans lesquelles ces populations vont vivre, bien entendu. Donc ça, c'est une dimension extrêmement importante et c'est aux politiques de l'exprimer à ces organisations internationales. Moi, il me semble que beaucoup de ces institutions ont aussi ou sont tenues par des classes d'âge. Moi, je fais partie d'une classe d'âge où je vais vers mes 60 ans, mais qui ont été formés à des pratiques au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire dans les années 60, qui ont été formés à des pratiques souvent dans le domaine agricole et d'élevage de la zootechnie, et qui n'ont pas non plus, mais on comprend tout à fait très bien, n'ont pas au cours du temps assimilé toutes ces nouvelles notions. Par exemple, sur l'élevage, c'est très important de considérer le rôle que l'élevage mondial peut avoir sur le changement climatique. C'est extrêmement important. C'est de l'ordre de 18 à 22% des dégazements de gaz produits par les animaux d'élevage aujourd'hui sur la planète qui contribuent au changement climatique. C'est peut-être des notions qui n'étaient pas développées dans les années 60 et 70 dans les grandes écoles vétérinaires et d'agronomie, bien entendu. Alors, c'est un problème effectivement très politique. Je pense que la France en particulier, je sais que le ministère des Affaires étrangères européennes est très sensible à ce sujet. Je sais aussi que par l'intermédiaire de l'IDRI, si vous connaissez, il y a toute une réflexion qui est portée actuellement et la France avec l'Europe doivent être un mobilisateur à niveau international pour une reprise en main de ces institutions, me semble-t-il. Elles ont été, en particulier l'OMS, très déstabilisées sur les terrains comme en Afrique par les financements venant des grandes fondations, je pense à la fondation Bill et Melinda Gates ou d'autres, où ça peut être aussi terrible pour l'OMS, beaucoup moins doté que ce que peut développer et fournir une fondation comme celle-là, par exemple. Ça, c'est des sujets qui me semblent très préoccupants à l'heure actuelle. Est-ce qu'on peut modéliser la propagation d'une épidémie? Alors, à la naissance, c'est toujours très difficile. Vous voyez, nous sommes capables de produire des cartes plus ou moins grossières. La naissance de cette épidémie a été très très bien vue par un programme américain qui s'appelle US Predict, qui est développé par des collègues et amis américains, nord-américains des États-Unis d'Amérique, et qui vient d'être stoppé tout simplement parce qu'il collaborait avec le laboratoire de virologie de Wuhan, dont ils avaient formé d'ailleurs la virologue. Donc, ils ont très, très bien prévu cette épidémie, sa naissance, son éclosion. Donc, on est capable de le faire de manière assez grossière, parce qu'on manque, bien entendu, de travaux, on manque de ressources humaines. Nous sommes 4, 5, 6 chercheurs seniors en France à travailler sur ces sujets. Et si vous entrez un peu plus dans le détail, comme celui que je vous ai présenté, nous sommes peut-être à peine 2 ou 3. Et nous sommes environ des jeunes chercheurs que nous avons formés, une quinzaine, une vingtaine, guère plus environ. Et la plupart du temps avec des difficultés pour obtenir des crédits. Évidemment, parce que nous ne faisons pas, ou nous ne produisons que de la science de corrélation. Et donc je reviens sur ma discussion sur qu'est-ce que la science aujourd'hui, qu'est-ce que le fait scientifique à la lumière de résultats qui sont plus des résultats de systèmes chaotiques non linéaires lorsqu'on ne peut pas démontrer réellement par l'expérimentation que la cause est vraiment responsable de cette conséquence, puisqu'on est dans des systèmes non linéaires que les épistémologues appellent des chaînes de causalité où une cause va créer une conséquence, mais cette conséquence elle-même devient la cause d'autre chose, etc. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Et donc, je considère que la science et le formalisme de la science tel qu'il a été construit
ne permet plus de répondre à ces questions planétaires aujourd'hui et qu'il va falloir sérieusement se poser des questions à ce sujet. Donc nous sommes capables de modéliser, mais pas suffisamment parce que nous sommes très très peu nombreux, encore une fois, à le faire, et que ces sujets-là, ce sont en particulier les chercheurs britanniques, mais aussi et surtout nord-américains qui dominent le sujet. Donc nous sommes quelques Français, mais à collaborer avec eux et pas à collaborer avec la recherche française. Merci. Je vais donner la parole à présent à Monsieur Marchand, qui doit être en ligne. Monsieur Marchand. Oui, est-ce que vous m'entendez, Président? Parfaitement, Monsieur Marchand. Bonjour, Président, et bonjour aux collègues qui sont présents. Merci, professeur, pour cette présentation des plus complètes et fort intéressante. Je voudrais revenir sur un sujet que vous venez d'évoquer, s'agissant de l'agriculture, de l'élevage intensif et des préconisations que vous faites pour aller vers le local, puisqu'avec ma collègue Nelly Tocqueville, nous avons mis en place un groupe de travail dans le cadre de nos travaux du moment pour réfléchir justement sur ces questions d'alimentation durable et d'alimentation locale et donc de consommation à l'aune de cette crise sanitaire, en y intégrant bien évidemment donc les enjeux en termes de santé publique et en termes épidémiologiques. Et c'est vrai qu'au regard, vous n'avez pas forcément cité le virus Nipah en Malaisie, mais on voit bien que la corrélation entre la déforestation, l'élevage intensif de porc a permis effectivement malheureusement l'émergence de ce virus. Et quand on parle d'alimentation, donc on parle bien évidemment de consommation responsable, et je partage votre avis sur le rôle du local et la liaison étroite à avoir avec les autorités locales, parce que finalement, au bout du bout, ce sont les consommateurs qui ont un rôle à jouer. En faisant le choix d'une viande issue d'un élevage local, on refusera l'élevage intensif. En préférant les huiles, les farines cultivées et fabriquées par des petits producteurs, on arrivera sans doute à faire changer l'industrie agroalimentaire. Et je voudrais avoir votre avis, votre regard, puisque on a auditionné l'INRAE et a notamment été posée la question des projets alimentaires territoriaux. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que sur ces projets alimentaires territoriaux, la dimension sanitaire, la dimension épidémiologique doit faire partie des items les plus importants? Et est-ce que vous pensez, puisque vous évoquiez le manque d'anticipation, que ces projets alimentaires territoriaux peuvent contribuer à l'échelle locale justement à permettre de mieux anticiper de futures épidémies? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Marchand. Monsieur Gontard. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le professeur, pour votre exposé particulièrement complet. Vous avez déjà répondu à beaucoup de choses. Vous avez notamment dit que tous les virus ne déclenchaient pas une pandémie, mais par contre que l'action de l'humain favorisait justement cette pandémie, hein, avec l'appauvrissement des ressources, la dégradation de la biodiversité, l'artificialisation des sols. Parler aussi de la pauvreté, qui est aussi un facteur important. Et moi, je voulais revenir justement aussi sur ce que disait mon collègue juste à l'instant, sur la question agricole et peut-être sur les remèdes environnementaux pour prévenir de nouvelles épidémies, savoir s'il y avait une priorité en tout cas sur les actions à mener. Qu'est-ce que vous metteriez en avant dans les choses sur lesquelles il faut agir en particulier? Et c'est vrai que moi, je pense que santé, alimentation, environnement, et donc du coup, la question agricole me paraît particulièrement importante. On a la discussion sur la politique agricole commune, les questions sur les traités de libre-échange, et je pense que notamment, ça a été dit, hein, le développement de la polyculture, la limitation de l'élevage industriel ou intensif, de privilégier les protéines végétales, par exemple, sont des pistes qui me paraissent importantes et qui me paraissent d'autant plus importantes qu'elles rejoignent aussi ce qu'il faudrait faire pour être plus fort face aux aléas climatiques et aux risques climatiques, puisqu'on a vu que c'est sur ces mêmes leviers sur lesquels il faudrait agir. Donc, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Et puis, sur la question de la recherche, justement, dont vous avez parlé sur la biodiversité pour appréhender les dimensions épidémiologiques, je crois que c'est votre collègue Franck Courchant qui disait que 75 à 80% du système vivant n'est pas répertorié, que ce soit bactéries, champignons, virus. Donc, il reste énormément à faire là-dessus. Et donc, est-ce que vous pensez que justement on se priorise suffisamment sur ces questions-là et sur cette question de la biodiversité? Merci beaucoup. Merci, Monsieur Gontard. Je vais donner la parole à Monsieur Longeau.
Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur Guégan, merci beaucoup, Monsieur Guégan, pour vos propos, illustrant que la relation entre pandémie et destruction des écosystèmes n'est plus à établir, tant la crise actuelle est fondamentalement une crise écologique globale. Mais sans verser dans le biocentrisme, il n'est en revanche plus possible de nier l'impact négatif d'une pression humaine accrue sur notre biodiversité. Alors où 75% des écosystèmes terrestres et plus de 65% des écosystèmes marins sont significativement modifiés par celle-ci. Mais alors que l'épidémie actuelle constitue un choc pour lequel les réponses sont rapides et fortes, la crise environnementale est une tendance sous-jacente face à laquelle les réticences face au Green Deal, New Deal, démontrent une fois encore que l'urgence climatique n'en est finalement pas une pour de nombreux États et de nombreuses sociétés. Or, l'épidémie actuelle est une crise écologique que l'on pourrait qualifier d'endogénéisée, car trouvant ses sources dans notre action et la dégradation préoccupante de la biodiversité qu'elle provoque, perturbant les chaînes alimentaires des espèces animales, provoquant des changements comportementaux, en un mot, augmentant les risques de transmission pathogène aux humains. Ainsi, M. Guégan, face au réchauffement climatique, quels principaux risques appréhendez-vous entre, d'une part, l'import de nouvelles maladies infectieuses par des insectes vecteurs dans des zones auparavant épargnées, et d'autre part, la libéralisation pathogène disparue pour lesquelles nous n'avons plus d'anticorps. Si nous appelons de nos voeux la définition de mesures novatrices afin de contrer le changement climatique, promouvoir une utilisation plus respectueuse du territoire ainsi qu'une économie qui réduise notre empreinte environnementale, quel principe de précaution renouvelé préconisez-vous en matière sanitaire? Merci. Merci, M. Longeau. Monsieur le professeur, je vais vous inviter à répondre à ce bloc de questions. J'ai encore une série de questions ensuite, donc vous aurez l'occasion de reprendre la parole après cette série de réponses, ce qui peut vous inciter à être synthétique. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, première question, je crois que c'est Monsieur Marchand qui l'a posée. Tout d'abord, on a posé la question, enfin, il m'a fait le commentaire du virus Nipah. Je voudrais introduire cet exemple. Le virus Nipah est transmis par des chauves-souris géantes du genre Pteropus qu'on rencontre en Indonésie, et le phénomène de déforestation pour le développement de la culture du palmier à huile les a chassées de ces forêts. Elles sont venues se réfugier à Singapour, Malaisie et puis un peu plus tard au Bangladesh. Et à travers leurs urines, elles transportent et disséminent des particules virales d'un virus extrêmement pathogène, puisque en cas primaire, il est peut-être responsable de 70% de mortalité des individus qui le contractent. Donc quand je parlais dans un entretien dans Le Monde ou ailleurs de virus encore plus virulents et pathogènes que celui qui circule actuellement, je faisais référence à celui-là en particulier. Mais ce qui me semble intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en Thaïlande, on est capable de fertiliser les manguiers de manière artificielle, de façon à avoir une production de mangue 10 fois par an, vous voyez. Et or, ces chauves-souris se posent dans les manguiers parce qu'elles viennent consommer ces mangues, dans les vergers en particulier. Et donc, elles urinent. Et avec ces urines, elles déposent des particules virales que les porcs peuvent récupérer et développer une maladie et transmettre aux éleveurs et aux agriculteurs présents dans ces fermes et ces vergers. C'est comme ça que la contamination se fait. Donc, vous voyez, au travers de pratiques, de développement de pratiques agricoles à la fertilisation, vous augmentez l'exposition de personnes qui peuvent être vulnérables par rapport à ce risque-là. Et on a bien un exemple et une illustration aujourd'hui avec cet exemple du Nipah. Donc, c'est actuellement très travaillé par les collègues du CIRAD, et c'est justement ce genre de recherche que nous préconisons, bien entendu, c'est-à-dire de voir et de travailler avec les populations locales qui sont exposées à travers leurs pratiques et ces nouvelles pratiques par rapport à ce risque. Alors, concernant les projets nutritionnels territoriaux, oui, bien entendu, et il faut absolument inclure la dimension, la dimension sanitaire. Mais quand je parle de dimension sanitaire, il est aussi important d'inclure toute la dimension sanitaire, et notamment en termes de maladies chroniques aussi. Vous voyez, il y a des travaux qui ont été produits par des collègues de l'INSERM sur les incidences de cas de maladie de Parkinson actuellement en France. Et donc, à travers un travail d'ailleurs qui est très original et assez exceptionnel, ils mettent en évidence que la distribution des cas de maladie de Parkinson, elle est très hautement associée au développement de pratiques agricoles, et ils vont à certains détails de quel type d'agriculture
pratiquée, parce qu'avec l'agriculture, il y a eu il y a toujours l'utilisation de pesticides, insecticides, fongicides, et donc à l'intérieur des pratiques agricoles, il vous parle bien aussi de certaines pratiques agricoles et il pointe du doigt la viniculture. Je suis désolé, et à l'intérieur de la viniculture, ce sont certains vignobles très appréciés et pour lesquels on observe aussi des taux de maladie de Parkinson les plus élevés en France. Mais dans le même temps, on observe que la biodiversité, notamment en oiseaux, en insectes, a de manière très importante diminué dans ces mêmes régions et on a des difficultés à faire les liens entre santé humaine, pollution des écosystèmes, des sols, de l'eau, les liens qu'on peut faire avec la perte de diversité biologique alors qu'il y a bien une même raison en amont. Et c'est vers là, moi je préconise une culture en territoire, d'une compréhension dont nous avons fourni des documents qui ont été arrêtés, stoppés il y a 2 ans en arrière, dans le cadre du plan national santé-environnement. Nous avions fait remonter un document avec Gilles Pipien, qui est un ingénieur des ponts et chaussées, qui est directeur de la DEAL-PACA, justement d'une culture, d'une compréhension en territoire des aspects de sanitaire des populations humaines, mais en tenant compte des différents types d'agriculture, des consommations en particulier, et des risques sanitaires derrière. Donc c'est vers là qu'il faut aller, et je sais que certains ministères sont tout à fait d'accord, il faut le faire. Mais dans un premier temps, il faut aller vers des observatoires et sans difficulté y aller et faire ces relations qui, dans un premier temps, seront des corrélations, mais qui nous diront beaucoup. Si dans un même temps et dans un même territoire, vous allez avoir à la fois des taux de maladie de Parkinson ou des taux de cancer qu'on observe et qui sont tout à fait corrélés avec des pertes de diversité, avec des sols et des eaux qui sont très, très riches en pesticides, fongicides, et d'autres polluants, eh bien, il faudra en tirer les conclusions qu'il faut. Donc, je suis tout à fait d'accord et il faut absolument une orientation en ce sens. Alors, concernant les deuxièmes questions qui m'ont été posées de M. Coutard, je pense, question agricole. Alors, moi, dans un premier temps, et notamment au niveau français et au niveau européen, donc on parle ici de la politique agricole française et de la politique agricole européenne, il faut, mais je crois l'avoir dit, réintroduire de la diversité génétique. Aujourd'hui, nous utilisons 6 à 7 variétés végétales pour notre production, et chacune des variétés végétales absolument contrôlée, ce n'est qu'un variant à chaque fois, c'est-à-dire une variété en particulier. Vous imaginez que ces variants soient très sensibles à un virus ou un champignon parasite introduit sur le sol français, et donc c'est tout le stock de production qui est lui-même sensible, parce que nous avons fabriqué en quelque sorte des clones. Donc il faut introduire la diversité génétique à tous les étages, bien entendu, concernant les races animales et les variétés que nous produisons. Ça me semble essentiel. Donc ça demande aussi à revoir très certainement le Codex Alimentarium et le contrôle de ces variétés et de ces races. En mon sens, c'est une garantie. C'est une garantie. La diversité génétique est un premier rempart, évidemment. Vous voyez ce qui se passe actuellement en Afrique, où on a aujourd'hui une seule variété de riz à travers quasiment toute l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, où on a créé des boulevards de rizières qui ont favorisé la dissémination d'un virus qu'on appelle en anglais, excusez-moi, alors je vais trouver en français, le virus de la panachure jaune du riz, qui est en train de faire disparaître énormément de plants de riz et donc de leur production, la production au riz, parce que nous n'avons qu'un variant, alors qu'il y a 30 ou 40 ans en arrière, ne serait-ce qu'au Sénégal, nous avions plus de 150 variétés de riz, chacune complètement adaptée à des contextes de sursalure, de manque d'eau, etc. Et donc, pour moi, ça, c'est un des drames importants, et on parle bien de diversité biologique. Donc, introduire la diversité génétique, ça me semble essentiel. Une vision en territoire de développement de l'agriculture et de l'élevage, ça me semble aussi très important dans le respect des populations. Alors, concernant la limitation de l'élevage intensif, on parle bien de transition agricole. J'ai moi-même travaillé dans le Grand Ouest français, en Bretagne, dans l'industrie agroalimentaire, pour faire de l'argent pour payer mes études. Donc, c'est un système que je connais très bien, et pour une période accumulée de 2 ans, au nord de Vannes. Alors, si on a mis
des animaux d'élevage en chambre, hein, donc en élevage, c'est aussi parce qu'on les a mis sous cloche. Donc je fais référence exactement au confinement qu'on a pratiqué avec eux. Et on les a mis aussi en élevage et en chambre. Et ben, c'est aussi pour éviter tout danger infectieux. Le danger infectieux, il existe lorsque vous l'introduisez, mais si vous enfermez des animaux dans des chambres, eh bien, vous évitez toute menace extérieure dans un premier temps. Donc aujourd'hui, le retour de troupeaux en champ, nous ne savons pas répondre ou pas très bien à la question, est-ce qu'ils ne seront pas plus à risque de nouvelles menaces sanitaires et notamment infectieuses. C'est ce qu'on voit d'ailleurs avec la pratique et l'élevage des ovins et des caprins qui sont aujourd'hui en général en semi-extensif et qui sont très sensibles à des infections ou des parasitoses qu'on ne sait pas soigner ou très difficilement, vous voyez. Donc voilà, donc il faut y aller, mais progressivement, et nous avons besoin d'un appui, bien entendu, pour comprendre cette transition. Je parle bien de transition, donc ça veut dire ça ne peut pas non plus se faire du jour au lendemain, d'un passage immédiat et radical. On a besoin aussi de comprendre. Il peut y avoir un risque à avoir les animaux que nous élevons en champ, bien entendu. Voilà. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études sur la transmission des grippes aviaires. Alors, de collègues en Inde, ce sont ni les grands élevages, ni les petits élevages qui sont plus à risque de transmission des grippes aviaires, ce sont les élevages de poulets de moyenne importance. On a besoin aussi, en termes de recherche agricole, de comprendre sur ces sujets-là, bien entendu. Alors, dernière question de M. Longeau, je crois, concernant le changement climatique et les maladies infectieuses. Alors, c'est mon deuxième sujet de travail. C'est quelque chose que je suis au niveau français, européen et international, et pour travailler et collaborer avec des physiciens du climat. Alors, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup dit. Vous voyez, par exemple, on va vous parler de la remontée du moustique tigre en France, à partir du sud européen, et aujourd'hui présent sur les départements atlantiques, ou même au sud de Paris, mais le moustique tigre, il ne remonte pas à cause du changement climatique. Il embarque à chaque fois que vous venez visiter le sud de la France, que vous ouvrez votre coffre de voiture, et il embarque dans votre coffre, et vous le délivrez ensuite lorsque vous remontez dans les régions de Nantes ou d'Auxerre, vous voyez. Et donc ça se pratique aussi avec les camions qui remontent, bien entendu, le long et par les autoroutes, mais aussi les conteneurs cargo sur les trains, et aussi les avions. Donc, le transport humain est bien plus important. Alors, pour conclure sur cette question et pour faire rapide, il y a un article dans The Lancet Infectious Disease qui essaie de reprendre dans une méta-analyse les 450 à 500 travaux qui ont été faits sur changement climatique et maladies infectieuses vectorielles, donc transmises par des vecteurs. 52% des travaux montrent un effet significatif du changement climatique. Ça veut dire que 48% n'en montrent pas ou montrent un effet inverse. Mais qui parle de l'effet inverse? J'ai moi-même écrit un article sur Bamako en 2050 où les conditions atmosphériques et climatologiques seront telles que la circulation du paludisme ne pourra plus se faire parce que trop chaud et pas assez d'eau. Alors évidemment, c'est dommage, plus assez d'eau, les populations, bien entendu, ne pourront plus voir, mais ce sont aussi des circonstances qui devraient limiter la circulation du paludisme. Donc, qui parle des effets aussi bénéfiques, finalement? Mais quoi qu'on en dise, cette étude vous montre que finalement, on n'en sait pas grand-chose. Très certainement, le sujet a été vu de manière exagérée, et parmi les 52% d'agents infectieux qui ont des distributions plus importantes aujourd'hui et que l'on peut interpréter comme être dues au changement climatique, sur ces 52%, vous voyez, ce n'est pas grand-chose, eh bien 90%, ce sont des études qui n'ont introduit dans leur sujet d'étude et leur modèle uniquement que des variables bioclimatiques. Et aux sorties de modèles, elles révèlent que ce sont des variables bioclimatiques qui sont importantes pour comprendre ces phénomènes. Mais elles n'ont pas confronté ces variables bioclimatiques avec des variables anthropologiques, sociologiques, politiques, nutritionnelles, l'importance du terrain nutritionnel, de la pauvreté. Donc quand vous confondez des variables bioclimatiques avec d'autres variables, vous vous apercevez que beaucoup des maladies pour lesquelles on a dit que le changement climatique avait une importance, eh bien, ce sont plutôt des grands classiques de l'épidémiologie qui apparaissent, c'est-à-dire, et je vous les ai donnés, la taille des populations, la densité populationnelle, la pauvreté, qui sont toujours des éléments importants pour comprendre des maladies infectieuses et leur transmission.